Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue autrefois dans notre chaîne Quelles Informations. Tout d'abord, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et d'activer l'alarme pour que vous puissiez voir les vidéos partagées dans la chaîne à temps. Aujourd'hui, nous allons faire une formation intitulée Maîtrise statistique des procédés, MSP, en anglais SPC, donc Statistical Process Control. C'est une formation qui se déroulera en 3 à 4 parties et sera animée par moi-même, Mohamed Zine. Je suis un ingénieur industriel senior avec 8 ans à 9 ans d'expérience dans le domaine industriel. Je suis notamment un chef département qualité, sécurité et environnement dans une société. Je suis un auditeur qualifié pour les deux normes ISO 9001 version 2015 et ISO 14001 version 2015. Je suis formateur pour la qualité, production, logistique, gestion de stock, notamment maintenance industrielle, etc. Donc tout ce qui est relatif à l'industrie. Donc voilà. Donc déjà, c'est quoi la méthode de maîtrise statistique des procédés? C'est un élément d'assurance qualité qui a pour objectif de maîtriser un processus mesurable, bien sûr à partir d'un schéma ou bien d'un suivi graphique en se basant sur des fondements statistiques, en se basant sur les lois statistiques, etc. Donc voilà, c'est une petite définition générale de la MSP. Au cours de cette formation, nous avons se basé sur le programme suivant. Au départ, on va voir quelle est la relation entre la MSP et les exigences de la norme ISO. Nous allons aussi définir c'est quoi un processus, quels sont les éléments d'entrée et les éléments de sortie d'un processus, quelle est la valeur ajoutée d'un processus, c'est quoi la définition entre un processus et un procédé, etc. Donc voilà. Nous allons savoir aussi quelles sont les origines de la variabilité ou bien de la différence entre deux unités ou bien deux éléments ou deux individus. Nous allons aussi voir comment définir ou bien comment déterminer si un processus est capable à mettre en place la MSP ou non. Ensuite, nous allons savoir ou bien nous allons démontrer ou faire les cartes de contrôle. Nous allons savoir aussi quels sont les types de cartes de contrôle, comment élaborer les cartes de contrôle, comment les utiliser aussi. Et vers la fin, nous allons faire la démarche ou bien nous allons illustrer la démarche de la maîtrise statistique de procédé. Donc, comment implanter notre outil dans un organisme ou dans une société pour contrôler un processus ou bien. La relation entre la MSP et les exigences de l'ISO. Donc, déjà, la norme ISO ou bien les normes ISO exigent que tous les procédés ou bien les activités ou les étapes de production qui ont une incidence ou bien qui ont un impact sur la qualité d'un produit ou d'un service doivent être maîtrisés ou bien contrôlés ou bien voilà pour la maîtrise de ce produit. Donc, il exige aussi que chaque organisme doit effectuer des essais et des contrôles pour montrer ou bien pour assurer la conformité d'un produit ou d'un service par rapport aux exigences spécifiées, soit des exigences normatives, soit des exigences des clients, soit des exigences techniques internes, etc. Il exige aussi que chaque entreprise doit donc enregistrer les résultats des contrôles initiés pour démontrer aussi la conformité de ce produit par rapport aux exigences spécifiées. Et enfin, il exige l'utilisation des outils de techniques statistiques pour vérifier l'aptitude d'un procédé à respecter ou bien à produire ou bien à fabriquer un produit conforme. Donc parmi ces outils techniques, on peut citer notre outil d'aujourd'hui qui est l'AMSP. Donc voilà. Donc tout d'abord, nous devons savoir quels sont les types de vérification de la qualité. Donc on peut vérifier la qualité d'un produit soit par l'inspection à 100% ou bien la vérification de toutes les pièces produites. Donc imaginons cet outil par exemple pour le cas d'un produit ou bien de la production avec une cadence très élevée. Donc c'est difficile d'inspecter ou bien de contrôler à 100%. On peut aussi utiliser le plan d'échantillonnage, en élaborant un plan d'échantillonnage bien sûr qui se base sur
pour chaque quantité de l'eau. Donc, quelle est la quantité à contrôler, quel est le niveau de qualité acceptable, quel est le niveau de qualité à refuser, etc. Donc, pour ce plan d'échantillonnage, nous allons aussi faire une autre formation pour démontrer ou bien pour détailler comment on peut élaborer notre plan d'échantillonnage à partir d'un produit ou bien à partir des quantités de l'eau produit ou bien réceptionné, etc. Ou on peut aussi utiliser ou vérifier la qualité à partir de l'inspection automatisée. Par exemple, lorsqu'on met en place, je sais pas, voilà, on peut dire par exemple, voilà, un automatisme ou bien un appareil automatisé pour vérifier si le produit respecte les exigences techniques ou non. Donc, par exemple, si on produit, je prends n'importe quel produit où on veut démontrer s'il y a une dimension qui est conforme ou il y a un diamètre, je ne sais pas. Donc, on peut par exemple installer une machine ou bien un appareil dans une machine qui peut détecter ou bien distinguer entre les pièces qui sont conformes ou les pièces qui sont non conformes. On peut l'appeler entre parenthèses le système, un système Pokayoke, donc qui assure la qualité d'un produit. Mais ces trois outils ou bien ces trois types de vérification, ils représentent ou bien ils présentent un problème majeur. En fait, ce sont des outils ou bien des méthodes qu'on utilise après la fabrication d'un produit non conforme. Donc déjà, c'est trop tard de contrôler après la fabrication d'un produit conforme. C'est pour cela qu'on peut dire qu'on aura besoin des autres outils qui se basent sur la prévention, qui se basent sur voilà, la prévention de l'apparition d'un produit non conforme, etc. Donc, parmi ces méthodes-là, on peut citer notre méthode MSP. Donc, comme j'ai dit, donc on peut dire que c'est une méthode qui se base sur la prévention de l'apparition des produits non conformes ou bien des produits défectueux. Donc, voilà, on peut dire aussi que si on arrive à maîtriser cet outil-là, donc on peut même mettre des actions avant l'apparition de produits défectueux. Donc, voilà. Donc, on doit déjà commencer par la définition d'un processus. Donc, c'est quoi un processus? Donc, un processus, c'est un ensemble des activités ou bien des tâches qui sont corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie. Donc, ce sont aussi ensemble des fonctions ordonnées et séquentielles qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie. Donc, juste il faut ajouter que ces éléments ils peuvent être des matières premières, ils peuvent être des informations, des documents, etc. Donc voilà, donc ce sont des éléments d'entrée dans le sens général. Donc c'est un ensemble, comme j'ai dit, de fonctions ordonnées et séquentielles, chacun servant à satisfaire un besoin particulier dans le contexte global de réaliser ce bien ou ce service. Donc on peut parler d'un processus donc, dans le cas où on crée de la valeur ajoutée. Donc voilà. Donc on peut schématiser un processus comme cela. Donc il y a un état initial où il y a des éléments d'entrée. Voilà, il y a un état final. Donc il y a un produit ou bien des éléments de sortie. Il y a aussi en interne donc un ensemble ou bien un enchaînement d'activités qui sont, comme j'ai dit, qui sont corrélées ou en interaction, qui ont pour objectif de transformer ces éléments ou bien l'état initial en état final. Donc chaque processus aussi, il utilise des ressources et il y a aussi des autres systèmes ou bien des autres processus qui influencent ou bien des systèmes influencent sur chaque processus. Donc voilà, ça c'est une petite définition d'un processus. Donc l'objectif c'est de créer la valeur ajoutée. Donc on ne peut pas parler d'un processus si on n'a pas de valeur ajoutée. Donc on peut aussi développer ou bien détailler beaucoup plus un processus comme cela. Juste il faut dire que dans le cas d'un processus, donc nous avons dit que voilà, c'est un ensemble d'activités. Donc chaque activité, on le nomme procédé. Donc voilà. Donc on peut dire que chaque processus, donc c'est un ensemble des procédés. Donc voilà. Pour chaque procédé aussi, on peut décrire un procédé déjà par un verbe d'action, par exemple procédé formé, procédé fabriqué, je sais pas, procédé sensibilisé, procédé acheté, etc. Donc voilà, il transforme aussi des produits dans l'état initial
à un état final aussi. Donc, en utilisant des ressources soit matérielles, humaines, etc. Donc, il utilise aussi un système de pilotage et de gestion de ce procédé. Donc voilà, il subit des effets de l'environnement ou bien des autres procédés de l'environnement extérieur. Donc il y a toujours aussi pour gérer ou bien pour maîtriser un procédé, nous avons besoin des méthodes, des règles, donc tout ce qui est instruction de travail, mode opératoire, voilà. Donc nous avons aussi besoin des ressources matérielles, des ressources informationnelles, des ressources financières, et voilà, et des autres ressources. Donc pour les éléments de sortie, donc on peut dire que pour chaque procédé, on a soit des enregistrements, donc parce qu'on a déjà dit que chaque étape de contrôle doit être enregistrée. Nous avons aussi dans les éléments de sortie les produits transformés. Ils peuvent être des produits conformes, comme ils peuvent être des déchets ou bien des produits défectueux. Donc voilà, ça c'est une petite définition d'un. Donc déjà pour illustrer ou bien pour bien comprendre c'est quoi un procédé, donc pour définir un procédé, donc nous allons ou bien nous avons besoin de définir qui fait ou bien qui fait l'activité, qui gère le procédé, quels sont les intervenants, les acteurs d'un procédé. Donc le procédé aussi on doit prendre en compte, donc en tenant compte de quoi, donc c'est-à-dire quels sont les éléments qui influencent, externes qui influencent sur ce procédé. Comment, donc déjà nous avons vu quels sont les modes opératoires, les instructions de travail pour réaliser cette activité ou bien ce procédé. Donc avec quoi et où, donc voilà les ressources matérielles, humaines et voilà. Donc, pour les éléments d'entrée, soit des matières premières, soit par exemple de l'énergie aussi. Voilà, on peut, même pour les instructions de travail et les éléments opératoires, on peut les considérer comme des éléments d'entrée parce que ce sont des éléments sur lesquels on se base pour décrire ou bien pour bien maîtriser et manipuler notre procédé. Et voilà, donc, et enfin, quoi? Donc, c'est quoi le produit fini ou bien quels sont les éléments de sortie d'un procédé. Voilà. Donc, pour un processus, on peut définir ou bien on peut le définir aussi généralement en utilisant ce qu'on appelle les 5 M. Donc, chaque processus peut se définir à partir de la main d'œuvre, donc qui ou bien qui pilote le processus, le pilote de processus ou bien les intervenants de processus, le milieu aussi ou bien l'environnement de processus, les matières, donc M, les matières ou bien les entrées, les éléments d'entrée de processus. On peut définir aussi par les méthodes ou bien comment faire ou bien comment détailler et décrire ce processus. Aussi ce qu'on appelle les M, les matériels, M machine ou bien matériel, donc les ressources matérielles. Et voilà, donc chaque processus, son objectif c'est de produire ou bien c'est de fabriquer ou voilà un produit. Donc voilà, pour chaque processus, on doit savoir la performance. Donc, est-ce que un processus est performant et est-ce qu'un processus qui peut nous fabriquer un produit conforme, qui respecte les exigences ou bien les caractéristiques de ce produit. Et voilà, donc, et troisièmement, on doit intervenir sur le processus, bien sûr, pour prévenir la détection et régler le problème dans le cas où il y a une prévention de l'apparition d'un problème ou bien d'un produit défectueux. Donc voilà, c'est la chaîne de la maîtrise d'un processus. Donc maintenant, nous allons savoir quels sont les objectifs de la maîtrise ou bien de la méthode MSP. Donc déjà, la méthode de la MSP se base sur la prévention. Donc on peut dire que mieux vous prévenir que guérir. Donc la méthode se base sur la prévention. Et aussi, se base sur un principe qui est très important. Donc, on peut dire que c'est la qualité du procédé qui fait la qualité du produit. Donc, c'est-à-dire si on arrive à maîtriser notre procédé, donc automatiquement nous allons plus généralement produire ou bien fabriquer un produit conforme. Donc, les résultats visés
de la méthode, donc c'est de connaître l'aptitude du processus, donc c'est-à-dire savoir est-ce que le processus il est apte ou bien capable à produire un produit conforme ou bien à fabriquer un produit qui réponde aux spécifications techniques d'un produit. Parmi aussi les résultats visés de notre méthode, c'est l'anticipation de l'apparition de produits du futur. Voilà, donc on a déjà parlé de ça. Bien sûr, par le pilotage des procédés, c'est-à-dire au lieu de réagir sur le produit, on doit gérer le procédé ou bien le processus pour être sûr ou bien pour assurer la production d'un produit conforme. Et voilà, parmi aussi les résultats, nous avons vu, bien une vision de réduire la variabilité des procédés et ainsi assurer la productivité de la production, c'est-à-dire réduire la différence ou bien l'ensemble des différences entre deux unités ou bien de produits ou bien deux articles produits. Et ensuite fournir une base concrète et objective bien sûr pour premièrement un dialogue entre les partenaires, donc les partenaires ou bien soit des partenaires internes ou externes, donc par exemple si on prend un processus, donc on peut dire que les autres processus qui sont en interaction, bien les autres procédés ils sont des partenaires, comme ils peuvent être aussi des partenaires externes, donc par exemple lorsqu'on parle d'un processus achat, je sais pas, donc on peut parler des fournisseurs, on peut parler aussi des clients, etc. Donc ce sont des partenaires. Donc aussi pour évaluer de l'amélioration de la qualité d'un procédé, voilà, donc tout ça, il entre dans l'amélioration continue de procédé. Voilà. Donc maintenant, pour replacer la MSP ou bien la méthode MSP dans la démarche qualité, donc premièrement, on doit répondre à un ensemble de questions. Donc que devons-nous faire? Donc c'est-à-dire, premièrement, nous devons savoir quelles sont les spécifications de produit, les caractéristiques d'un produit, etc. La deuxième question, est-ce possible? C'est-à-dire, est-ce que le procédé il est apte à respecter ses spécifications techniques, etc. Le fait-on bien donc en utilisant les cartes de contrôle? Donc voilà, nous allons voir vers la fin de la formation comment élaborer les cartes de contrôle, quels sont les types de cartes de contrôle. L'avons-nous bien fait? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on a un plan d'échantillonnage conforme qui respecte nos exigences? Et voilà, donc, est-ce qu'on utilise des méthodes de contrôle qui sont fiables? Et voilà. Peut-on mieux faire? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut améliorer la situation en l'analysant, en mettre des plans d'action, plans d'expérience, etc., etc. Donc déjà pour la méthode MSP, donc vous pouvez dire que l'ensemble de l'organisme il est concerné par cette méthode, spécifiquement donc spécialement les responsables et agents de fabrication, les responsables du contrôle, les responsables aussi de la maintenance, les commerciaux, les gestionnaires, les consultants, etc. Donc chacun de ces intervenants, bien de ces acteurs, donc ils sont concernés par la méthode. Ils doivent aussi maîtriser, disons, savoir comment utiliser, quelles sont la valeur ajoutée de cette méthode. Donc maintenant, on va définir les variations. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de choses identiques. Donc généralement voilà, dans l'industrie ou bien dans la vie tout entière, donc il n'y a pas de choses identiques. Donc généralement dans le domaine statistique, on parle des individus et on dirait qu'il n'y a pas deux individus identiques. Donc généralement on trouve des différences entre les deux identiques ou bien deux individus qui ne sont pas identiques. Voilà. Donc il provient des 5M. Donc déjà on a défini un processus ou bien un procédé par 5M. Donc machine, méthode, milieu, main d'œuvre, etc. Donc voilà, donc c'est la combinaison entre ces 5M. Donc le fait d'avoir l'un des facteurs dans les 5M qui est différent. Donc c'est pour ça nous allons trouver automatiquement un changement bien des différentes valeurs ou bien des différentes caractéristiques. Voilà, c'est pour ça on peut dire qu'il y a toujours des différences et que chaque deux individus ils peuvent jamais être identiques. Voilà.
Ceci est vrai à chaque étape du procédé. Donc, imaginons l'ensemble ou bien le nombre considérable des combinaisons dès l'instant où le nombre d'étapes est grand. Donc voilà, on a déjà dit que chaque processus il se compose d'un ensemble de procédés. Donc pour chaque procédé, nous avons un ensemble de 5M. Donc il y a un grand ou bien il y a un grand nombre, donc vu la combinaison de ces 5M et le nombre des tâches ou bien des activités des procédés, voilà. Donc ces influences combinées pour tout le procédé, on les appelle la variation. Donc voilà, on peut dire que la variation, c'est la différence entre les individus, voilà, ou bien les influences qui peut impacter un produit. Donc voilà, ce sont des variances. Donc pour les variances, donc nous avons deux types de causes. Donc nous avons des causes qui sont communes et des causes qui sont assignables. Donc pour les causes communes, donc ce sont des causes voilà, qui attaquent la partie variabilité processus, variabilité machine, soit au niveau de prélèvement, c'est-à-dire la méthode de prélèvement, soit aussi la méthode ou bien les outils utilisés pour mesurer. Donc voilà, ce sont des causes communes entre les procédés et tous les processus aussi. Et il y a aussi des variabilités accidentelles, donc ce qu'on appelle des causes assignables, donc par exemple des autres choses qui n'entrent pas dans les causes communes, donc ce sont des choses accidentelles, donc voilà. Donc nous devons savoir que tous les procédés sont soumis de telles variations, donc pour les variations communes, donc chaque procédé il subit ou bien il est soumis à ces variations communes. Donc voilà. Donc ces causes ont des caractéristiques particulières, donc à savoir par exemple provenir d'un grand nombre de petites sources. Voilà. Ils concernent aussi tout le procédé, ils restent relativement stables, donc ce sont des causes qui restent stables. Ils caractérisent aussi le plus souvent des phénomènes aléatoires. Donc voilà. Ils demeurent d'une prévision relativement possible. Ils se maintenir dans un état quasi permanent s'il n'existe aucune intervention extérieure. Et aussi, donc, il existe dans toute l'entreprise, donc, et tous les processus de l'entreprise. Et pour les causes assignables, ou bien on les appelle aussi les causes spéciales. Donc, ce sont des causes qui ont la particularité de provenir d'une seule source, mais avec un grand nombre de sources importantes. Il se caractérise par des événements fortuits, donc ce sont des événements inattendus ou bien imprévus. Il doit devenir aussi irrégulière, donc voilà, ce sont des accidents irréguliers. Ce sont des causes aussi imprévues, donc c'est pas facile à prévoir. Et il se manifestait à nouveau à moins d'intervention extérieure. C'est-à-dire si nous avons une cause spéciale, donc il demande généralement une intervention extérieure pour qu'il soit éliminé. Donc voilà. Mais donc généralement au niveau de l'industrie, donc 85%, donc ce sont des causes communes, donc ou bien les causes aléatoires, et seulement 15% qui sont des causes spéciales. Donc généralement la maîtrise, il suffit de maîtriser les causes spéciales, plutôt les causes communes. Mais tout d'abord, il faut éliminer les causes spéciales pour qu'on puisse réagir et maîtriser les causes communes. Donc voilà. Donc on peut dire que l'objectif, c'est premièrement se débarrasser d'abord et définitivement des causes spéciales. Donc on doit éliminer avant de voir ou bien de mettre notre maîtrise statistique du procédé. On doit se débarrasser d'abord et définitivement des causes spéciales. Et ensuite, on doit réduire les causes communes. Donc voilà, comme j'ai dit, donc chaque procédé il est soumis à ces causes communes. Donc notre objectif c'est de réduire ces causes communes pour l'objectif d'avoir un produit conforme qui respecte les exigences d'un produit ou bien les exigences. Donc nous allons commencer par la loi normale. Donc déjà parce que c'est une loi qu'on va l'utiliser durant toute la formation, durant toute la méthode. Donc voilà. Donc déjà pour définir la loi normale, donc c'est une loi
où la distribution ou bien la population suit, ou bien un graphe donc se forme d'une, on dirait se forme d'une cloche. Donc voilà. Donc voilà, il y a un ensemble d'observations, bien un ensemble d'échantillons. Donc ce sont des échantillons qui suivent une graphe comme suit. Donc voilà, une graphe se forme d'une cloche. Donc aussi ce sont des distributions continues. Donc voilà, avec un grand nombre d'échantillonnages. Donc chaque fois que, donc on parle des propriétés de la loi normale, chaque fois que les causes de variation sont multiples, donc si nous avons des causes de variation qui sont très multiples, donc on peut parler de la loi normale. Et aussi si les causes sont indépendantes les unes des autres, donc dans le cas où l'indice de ces deux conditions n'existe pas, donc on ne peut pas parler d'une loi normale. Donc, lorsqu'on parle dans le cas contraire où il y a une loi normale, donc on parle de la moyenne. Donc, la moyenne, déjà, comme vous savez, c'est l'ensemble des individus ou bien des XI divisé par le nombre. Donc, voilà la somme des XI divisé par NI par exemple. Donc, si on prend des échantillons XI, X1 jusqu'à XN. Et l'écart type, donc c'est la racine de la variance. Donc voilà, c'est racine de 1 sur n, la somme de x sur i. Voilà, moi, la moyenne au carré. Donc déjà, la moyenne, c'est donc ou plutôt l'écart. Donc il définit la distance, on peut dire la distance entre chaque valeur à la moyenne. Donc voilà. Mais nous avons toujours au niveau de la loi normale des anomalies. Donc les anomalies de la loi normale peuvent être la conséquence des problèmes de nature diverse. Donc si par exemple un mode opératoire inadéquat instrument de mesure défectueux, dans ce cas-là par exemple on peut trouver où la distribution ne suit pas la loi normale dans le cas d'une mode opératoire défectueuse ou bien un instrument de mesure défectueuse, etc. Parce que automatiquement la méthode utilisée soit pour la mesure ou bien les valeurs ou bien les valeurs affichées dans l'appareil ou bien l'instrument de mesure ne sont pas conformes. Donc voilà. Dans le cas aussi où l'environnement non contrôlé, par exemple, supposons qu'on veut contrôler ou bien mesurer, je sais pas, on peut dire par exemple le pH d'un produit dans un milieu qui respecte pas la température ambiante, etc. Donc on ne pourra jamais trouver des valeurs fiables. Dans le cas aussi des erreurs de mesure ou bien de lecture, donc si le lecteur d'un résultat trouve des erreurs, etc., donc on ne pourra jamais trouver la loi normale. Et ensuite, aussi, lorsqu'on a une dérive de processus. Voilà. Donc, juste pour décrire la réparation d'une réparation caractéristique de dispersion. Donc voilà, nous avons ici deux populations qui suivent la loi normale, mais en bleu, donc nous avons par exemple la population suit la loi normale, mais avec un écart type qui est très grand, et l'autre avec un écart type qui est très petit. Donc généralement si l'écart type est très faible, donc alors les valeurs comme vous voyez dans le schéma, il est très proche de la moyenne. Et dans le cas contraire, donc il s'éloigne de la moyenne. Voilà. Si l'écart type est égal à 0, donc les valeurs, donc tous ce sont des valeurs identiques. Et ça, c'est pas possible. Donc c'est juste une notion théorique. Donc notre objectif, comme j'ai dit, donc c'est avoir un écart type très faible et avoir aussi une moyenne centrée sur la valeur cible parce que il faut pas confondre entre la valeur cible et la moyenne. Donc je peux prendre par exemple un produit dans lequel nous avons ou bien nous voulons voilà contrôler la dimension par exemple. Je peux dire que on pourra par exemple avoir comme valeur cible par exemple 10 centimètres, alors pour la moyenne, donc pour un ensemble des échantillons, c'est la somme divisée par le nombre. Donc souvent il est différent la moyenne est différente de la valeur cible. Donc voilà, on va voir ça en détail dans un exercice
pour bien comprendre. Donc juste pour savoir la différence, donc il y a un ensemble de schémas. Voilà, donc premier schéma, donc nous avons deux échantillons, ou bien deux populations qui suivent la loi normale, mais avec un écart type qui sont identiques, mais avec deux moyens différents. Dans ce cas-là, on peut parler de deux populations ou bien de deux distributions localisation. Donc localisation. Dans le deuxième schéma, donc c'est le cas contraire du premier schéma. Donc nous avons même moyen, mais avec deux écarts types différents. Donc c'est le cas d'une dispersion. Et dans un autre cas, donc c'est généralement c'est une forme. Donc nous n'avons pas ni la moyenne identique, ni aussi les écarts types. Donc, voilà. Donc pour la répartition normale, donc notre intérêt c'est la répartition est normale. Alors, donc nous devons savoir dans le cas où la répartition est normale, donc le procédé ne présente pas de facteur important de déréglage. Donc la répartition est caractérisée par la moyenne et l'écart type. Et les lois statistiques peuvent être employées pour établir des prévisions. C'est-à-dire dans le cas où la répartition est normale, donc on est sûr que voilà, il n'existe pas des causes assignables. Pourtant, il y a juste des causes communes et chaque répartition, il se base par le calcul de la moyenne et l'écart type. Donc voilà. Ainsi, on peut dire que notre problème industriel, c'est à partir des valeurs relevées, donc à partir d'un échantillonnage, est-il possible de modéliser le phénomène réel par une loi normale? C'est-à-dire, lorsqu'on prélève ou bien fait un prélèvement d'échantillonnage, par échantillonnage d'un ensemble des produits ou bien des individus, est-ce qu'on peut modéliser le cas réel ou bien le phénomène réel par une loi normale? Voilà, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc voilà. Voilà donc pour les histogrammes, donc c'est le cas réel. Pourtant pour le schéma continu en rouge, donc ce sont les lois normales. Donc dans ce cas-là, approximativement, on peut le modéliser par loi normale. Mais dans ce qui suit, on va vérifier comment et bien sûr mathématiquement ou bien statistiquement comment on peut dire que une loi ou bien une répartition suit la loi normale ou non. Voilà, donc nous avons besoin de ce qu'on appelle un test de normalité pour savoir est-ce que la répartition est normale ou non. Il faut faire un petit rappel. Donc, dans le cas où nous avons des causes assignables, on doit les éliminer pour suivre ou bien pour appliquer la méthode MSP déjà. Mais dans notre sens ou bien dans le sens inverse, si nous avons si ou bien nous avons montré que la répartition suit la loi normale, donc on est automatiquement sûr qu'il ne présente pas de facteurs importants de déréglage, il n'existe pas des causes assignables et voilà donc généralement pour mettre en place la MSP, donc premièrement on doit choisir une caractéristique d'un produit à contrôler. Par exemple, nous avons déjà pris comme exemple la dimension, par exemple le diamètre, une charge mécanique, etc. Donc, nous allons définir quelle est la caractéristique qui définit ou bien qui détermine la conformité du produit, ou bien quelle est la caractéristique qu'on veut maîtriser pour avoir un produit conforme. Donc ensuite, nous allons préparer une feuille de relevé. Donc c'est une feuille ou bien un enregistrement dans lequel nous avons fait ou bien nous avons déterminé quelle est la dénomination de la machine, quelle est la date de relevé, la personne qui a fait le relevé, le numéro de l'échantillon mesuré, etc., etc. Ensuite, l'étape qui suit, donc, c'est l'enregistrement des données, c'est-à-dire après le prélèvement de chaque échantillon. Donc, nous devons enregistrer dans la feuille des relevés les données. Et ensuite, on analyse ces données pour savoir est-ce qu'ils suivent la loi normale ou non pour continuer. Dans le cas où ils ne suivent pas la loi normale, donc, comme j'ai dit, automatiquement, il y a des causes assignables qu'on doit les éliminer
pour continuer la mise en place de la méthode. Donc, parmi les outils de l'analyse des données, donc, on peut utiliser histogramme de fréquence, on peut utiliser étude de la normalité ou bien test de normalité, le droit d'Henry, test de Kide, etc. Donc, il y a plusieurs méthodes pour analyser les données et pour savoir est-ce que la répartition suit la loi normale ou non. Voilà. Et ensuite, on détermine la capability machine. Donc, on va voir dans la formation aussi comment déterminer la capability machine en calculant des indices de capacité. Donc, et voilà, nous avons deux cas. Si la machine elle est apte, c'est-à-dire à maîtriser le processus, bien la machine par l'AMSP. Donc, dans ce cas-là, on va mettre l'AMSP et les cartes de contrôle. Sinon, nous devons faire des interventions sur les spécifications pour rendre la machine apte, c'est-à-dire s'il y a des réglages dans la machine, il y a une pièce non conforme, etc. On doit régler le problème pour que la machine soit apte. Donc voilà, ça, ce sont généralement la méthode ou bien la démarche, mais dans la formation, nous allons voir ça en détail. Donc voilà. Donc pour le premier schéma, donc comme vous savez, comme vous voyez, donc il y a une dispersion, bien il y a une répartition qui ne suit pas de la loi normale. Mais déjà nous avons ici une tolérance, donc tolérance inférieure et tolérance supérieure. Donc voilà, ici déjà la répartition ne suit pas la loi normale et en même temps il y a des valeurs hors la zone de tolérance. Donc, dans ce cas-là, on parle d'un procédé qui est non prévisible. Donc, l'étape 1, c'est la présence des causes spéciales. Donc, le procédé est hors contrôle. Donc, la répartition, il est variable. Donc, il ne suit pas la loi normale. Et la présence, bien sûr, des pièces hors tolérance. Donc, des pièces défectueuses. Et le procédé n'est pas capable. Donc, voilà, le procédé n'est pas capable à nous produire des produits ou bien des pièces conformes. Pour l'étape 2, donc voilà, donc c'est une répartition qui suit la loi normale, mais il y a des pièces ou bien il y a des valeurs hors la zone de tolérance. Donc voilà. Donc dans ce cas-là, on parle de la suppression des causes spéciales. Donc déjà, on a supprimé les causes spéciales pour que la loi, pour que la répartition soit normale. Ensuite, le procédé est sous contrôle. Donc voilà, tant qu'il suit la loi normale, donc il est sous contrôle. Il y a aussi la présence, comme j'ai dit, des pièces hors tolérance. Donc le procédé, il n'est pas capable à produire des produits non conformes, même si il suit la loi normale. Et voilà, dans l'étape 3, nous avons un système ou bien un processus très amélioré. Donc, l'amélioration de la capacité. Nous avons amélioré la capacité pour que toutes les valeurs soient dans la zone de tolérance. Donc, pas de pièces hors tolérance. Le procédé est sous contrôle. Le procédé aussi, il est capable à nous produire ou à nous fabriquer des pièces conformes. Et aussi le procédé est très maîtrisé. Voilà. Donc voilà, pour les deux cas, le deuxième schéma et le troisième. Donc on parle de procédé prévisible. Donc maintenant, on va faire, ou bien on va tester la normalité graphiquement. Donc voilà, comme j'ai dit, pour savoir est-ce que les valeurs ou bien la répartition suit la loi normale, nous avons besoin d'un test de normalité. Donc, juste à titre d'information, les histoires d'après de mesure n'est jamais parfait. Donc, soit parce que les mesures correspondent à des variations dues à des causes spéciales, donc c'est pour ça on parle toujours de la variation, soit parce que les mesures ne sont pas nombreuses, c'est-à-dire même si dans le cas où on prend un nombre de mesures qui est très limité, donc dans ce cas-là, les valeurs ou bien les mesures ne sont jamais parfaites. Soit aussi tout simplement la loi n'est pas normale. Donc dans ce cas, si on applique les propriétés de la loi normale, les résultats automatiquement seront erronés. Donc il est primordial, il est indispensable de tester la normalité d'une répartition.
Donc, pour définir ou bien pour tester la normalité d'une répartition, donc il y a plusieurs méthodes. Donc, il y a des méthodes graphiques, des méthodes calcul, des méthodes statistiques, etc., des méthodes de loi, etc. Donc, parmi les outils très connus, très utilisés, très pratiques, donc on utilise la droite d'Henry. Donc, la droite d'Henry, c'est une méthode qui se base sur un graphe ou bien ou bien on représente un ensemble des valeurs dans un graphe et à partir de ce graphe on peut dire que si la loi est normale ou non. Donc déjà pour tracer la droite d'Henry, donc nous avons besoin d'un papier qui s'appelle papier gausso-arithmétique. Donc voilà. La méthode d'Henry se constitue en suivant plusieurs étapes. Donc, premièrement, on doit définir ou bien identifier quelles sont les classes. Déjà, supposons par exemple qu'on a un ensemble d'échantillons. On a pris par exemple un contrôle pour vérifier ou bien pour calculer le diamètre ou je sais pas n'importe quel paramètre. Donc, c'est quoi la classe? La classe, c'est l'intervalle. Donc, supposons par exemple, nous avons trouvé un ensemble de valeurs. Donc, on peut distribuer ces valeurs sous forme des classes ou bien sous forme des intervalles. On va voir dans l'exemple qui suit comment définir les classes. Et pour chaque classe, on doit définir le centre. Le centre, déjà, c'est la valeur maxi de classe moins la valeur mini divisée par 2 pour avoir le centre. Et l'effectif, c'est-à-dire quels sont ou bien quel est le nombre d'échantillons qui existent dans cet intervalle ou bien dans chaque classe. Voilà, c'est ça l'effectif. Ensuite, on calcule la fréquence cumulée ou bien ce qu'on appelle l'effectif cumulé. Et vers la fin, on reporte sur un papier gausso-arithmétique. Donc, dans les abscisses, on met les centres des classes. Et dans les ordonnées, on met la fréquence cumulée. Donc, voilà. Et on trace la fréquence cumulée ou bien l'effectif cumulé par rapport aux classes pour savoir si la loi est normale ou non. Donc, voilà, par exemple. Donc, dans le cas où les points, voilà, on peut approximativement, il passer par une droite. Donc, j'ai dit approximativement, il passe par une droite. On peut parler d'une loi normale. Donc, voilà. Pour bien comprendre ça, donc, nous avons ici un exemple. Donc, déjà, pour la détermination des classes, donc, supposons que nous avons un ensemble des valeurs. Donc, pour déterminer les classes, donc il y a aussi plusieurs méthodes. Généralement, les plus utilisées, c'est le nombre de classes est égal à log de 2 de n. Avec n, c'est l'ensemble ou bien le nombre des individus. Ou bien on peut prendre aussi k est égal à racine de n. Donc, c'est la même chose. Lorsqu'on parle aussi d'une classe, on parle de pas de la classe. Donc la pas d'une classe, c'est la valeur max moins la valeur min divisée par le nombre de classes. Donc le pas des classes plutôt, le pas d'une population aussi. Donc voilà, on prend par exemple pour le nombre des classes, c'est la première classe, c'est la valeur min. Ensuite, pour la borne supérieure, c'est x max plus le pas. Ensuite, l'intervalle ou bien la deuxième classe, c'est x min plus w, x max plus w, jusqu'à k classe, donc avec x min plus k moins 1 w et x max plus k w pour la borne supérieure. Donc voilà, c'est ça le nombre des classes. Et ensuite, pour l'effectif d'une classe AB, comme j'ai dit, donc c'est l'ensemble ou bien le nombre des individus qui existent entre la valeur AB. Donc, généralement, pour le cas où il y a un nombre très élevé des individus, on peut utiliser par exemple pour l'Excel la fonction effectivité égale à mb.si plage avec la plage par exemple supérieure et égale à A
moins un B si plage supérieur ou égal à B. Donc voilà, ça c'est juste un exemple d'une fonction très utilisée au niveau d'Excel pour déterminer quel est l'effectif d'une classe. Et voilà, juste il faut ajouter aussi que pour chaque classe, généralement, on utilise pour la borne inférieure, donc une classe fermée, et pour la borne extérieure, ouverte. Donc voilà. Donc on prend par exemple cet exemple-là. Donc nous avons ici un ensemble des valeurs. Supposons par exemple que nous avons contrôlé un produit, un paramètre d'un produit. Nous avons trouvé pour l'ensemble des échantillons ces valeurs. Donc nous avons ici un ensemble de valeurs n est égal à 16. Donc voilà, 16 valeurs. Nous avons ici 16 valeurs. Voilà. Donc dans ce cas-là, k est égal à log de 2 de 16, donc qui est égal à 4. Donc c'est-à-dire ces valeurs-là, on doit les distribuer à 4 classes. W ou bien le pas de ces classes, donc c'est la valeur d'IJA max dans ces valeurs dans le tableau ci 18, donc la valeur maximale c'est 18 et la valeur minimale c'est 7,5. Donc W, le pas est égal à 18 moins 7,5 divisé par 4, il nous donne un pas de 2,62. Donc voilà les classes, on commence déjà pour C1, la classe C1 c'est 7,1, c'est la première valeur. Ensuite la première valeur plus 2,62, il nous donne 10,12. Ensuite pour la classe 2, donc la valeur inférieure c'est 10,12. Ensuite 10,12 plus 2,62, il nous donne 12,74. De la même façon pour la classe 3, donc 12,74 et ensuite 12,74 plus 2,62, il nous donne 15,36. Et la dernière classe c'est 15,36, 18 parce que la valeur maximale c'est 18, et voilà. Donc voilà, nous avons 4 classes. Pour l'effectif de chaque classe, donc voilà, pour cet exemple-là, donc nous n'avons pas besoin d'Excel. Supposons par exemple pour la classe 1, c'est-à-dire combien de valeurs dans le premier tableau, qui entre 7,5 et 10,12. Donc nous avons 6 valeurs donc qui sont 9, plutôt, oui, voilà, qui sont 9, 8, 7,5, 8, voilà, 10 aussi, 8 aussi, donc voilà. Donc généralement 6 valeurs. Ensuite pour la classe 2, donc le nombre de valeurs dans ce tableau qui est comprise entre 10,12 et 12,74. Donc ce sont 3 valeurs qui sont 11. Voilà, il y a 11. Il y a aussi 12. Et il y a aussi notre 11 ici, donc voilà 3. Et pour chaque intervalle ou bien chaque classe, donc on calcule ou bien on détermine l'effectif. Dans le cas où il y a un tableau avec un nombre très élevé de valeurs, donc on peut utiliser la fonction effectif. Donc c'est une fonction Excel, donc c'est facile à appliquer. Ensuite, on détermine l'effectif cumulé. Donc pour l'effectif cumulé pour la classe 1, on commence 6, 6. Ensuite, on ajoute pour la classe 2, 3. De la classe 2 au 6 de la première classe, donc 6 plus 3, il nous donne 9. On met 9. Ensuite, 9 plus 4, il nous donne 13. Donc 13 dans l'effectif cumulé pour la classe 3. Et enfin, 13 plus 3 de la classe 4, donc qui est égal à 16. Donc voilà, donc 16 valeurs. Déjà l'ensemble, c'est 16. Et ensuite, on détermine l'effectif, ou bien le pourcentage de l'effectif cumulé. Donc, nous avons 16 valeurs. Donc, pour l'effectif cumulé de classe 1, 6. Donc, 6 divisé par 16, il nous donne 37,5%. Pour la classe de 9 divisé par 16, il nous donne 56,25%. Ensuite, pour la classe 13, plutôt la classe 3, donc 13 divisé par 16, il nous donne 81,25. Et enfin, pour la classe 4, donc 16 dans l'effectif cumulé divisé par 16, donc il nous donne 100%.
Ensuite, dans un graphe ou bien dans le papier gausso-arithmétique, on schématise ou bien on trace le graphe effectif ou bien pourcentage de l'effectif cumulé en fonction des classes. Donc voilà, par exemple, à partir de l'Excel, nous avons dans les abscisses C1, les classes C1, C2, C3 jusqu'à C4 et les valeurs de pourcentage de l'effectif cumulé. Donc pour C1 par exemple, nous avons 37,5. Pour C2, nous avons 56,25. Et voilà, donc approximativement, les 4 points passent par une droite. Donc voilà, si c'est une droite dans l'I, donc dans ce cas-là, on peut parler de la loi normale. Donc dans cet exemple, les valeurs trouvées dans le premier tableau, donc ils suivent la loi normale. Donc voilà, c'est la méthode pour tester la normalité, etc. Donc c'est une méthode qui doit être maîtrisée, qui est très utilisée au niveau de la MSP. Donc pour savoir déjà est-ce qu'on peut appliquer la MSP ou non, donc voilà, on doit définir ou bien on doit tester la normalité de produit ou bien la normalité. Donc juste, on peut ajouter dans le cas où il y a une loi normale. Donc voilà, déjà dans une loi normale, nous avons pour chaque loi normale, pour le graphe, la graphe de cloche, donc nous avons deux points d'inflexion. Donc voilà. Donc lorsqu'on parle de U, la moyenne, on parle aussi de l'écart type. Donc dans l'intervalle, la moyenne moins l'écart type et la moyenne plus l'écart type, nous avons 8% de la population, donc qui sont situés dans l'intervalle mu moins sigma et mu plus sigma. Lorsqu'on parle d'un intervalle de mu moins de sigma et mu plus de sigma, donc on parle de 95%. Et jusqu'à l'intervalle mu moins 3 sigma et mu plus 6 sigma, 3 sigma, donc l'ensemble c'est 6 sigma. Donc dans ce cas-là, nous avons 99,73% de la population et le reste, ce sont des produits défectueux, etc. Donc on va voir ça dans la partie 6 sigma en détail. Donc et voilà, donc c'est la fin de la première partie. Donc c'est une partie qui consiste juste à savoir comment tester la loi normale avant d'appliquer la maîtrise statistique des procédés. Dans la prochaine partie, nous allons traiter avec vous comment calculer la capacité machine, la capacité procédé, donc la capacité statique et la capacité dynamique, etc. pour savoir est-ce qu'on peut utiliser les cartes de contrôle, etc. Et ensuite aussi dans les autres parties qui restent, nous avons illustré, nous avons exploité les cartes de contrôle après l'élaboration de ces cartes de contrôle afin de maîtriser notre statistique ou bien notre procédé en utilisant la MSP. Donc je vous remercie tous et si vous avez bien sûr des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vais vous répondre dans les prochaines vidéos. Et merci autrefois. Et vers la fin, je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne pour nous encourager à faire des autres formations qui peuvent être utiles pour vous, bien sûr, dans vos carrières, soit au niveau professionnel ou bien au niveau pour les étudiants, etc., au niveau de l'enseignement.